Grand dossier, soyez les bienvenus en direct sur LCI, Canal 15. Je n'ai plus envie de négocier. Vous allez voir ce qui va se passer. Donald Trump avertit l'Iran en pleine escalade avec Israël. Le président américain qui a quitté en urgence hier le G7 pour revenir à Washington déclare que les prochaines heures seront décisives alors qu'Israël annonce déjà des opérations surprises. Les Américains vont-ils entrer en guerre contre l'Iran? Nous sommes prêts, dit le secrétaire d'État à la Défense, Pete Hegseth. Nous sommes vigilants. Il faut dire qu'un porte-avions et des avions ravitailleurs américains sont déjà en route pour le Moyen-Orient. Regardez ce tracé rouge sur la carte où Trump positionne son navire et ses hommes. Est-ce une mobilisation avant d'éventuelles frappes? Nous posons la question, carte à l'appui, au général Goya dans un instant. Pour empêcher Téhéran d'obtenir l'arme atomique, Donald Trump serait-il prêt à aider Israël à détruire Fordo, ce site nucléaire iranien stratégique enfoui à 800 mètres de profondeur que seules les méga-bombes américaines GBU-57 peuvent atteindre? Netanyahou met la pression ce soir. Les Iraniens bombardent Tel Aviv. Demain, ce sera New York, dit-il. Israël, Iran, Trump prêt à entrer en guerre? C'est la question du grand dossier ce soir. Nos équipes sont partout où le conflit se joue et on va partir retrouver l'une d'entre elles, Hélène Bonnet et Éric Josset, en direct de Washington. Bonsoir Hélène. Trump perd patience face à l'Iran. Oui, on sent l'agacement de Donald Trump qui espérait une réunion entre ses émissaires américains, son secrétaire d'État Marco Rubio, son envoyé spécial Steve Witkoff et les Iraniens dans le courant de la semaine. C'est en tout cas ce que laissait entendre la presse américaine. Et on voit à travers sa déclaration ce matin quand il est rentré aux États-Unis qu'il n'est plus d'humeur à négocier, ce qui montre bien que pour l'instant les Iraniens n'ont pas saisi sa main tendue. Et parallèlement, il y a cette petite musique qui monte, qui laisse entendre que Donald Trump pourrait considérer l'option militaire. Il y a bien sûr toutes les déclarations, la pression qu'il a mise hier sur les Iraniens, son départ précipité du G7, le déploiement de ces moyens militaires supplémentaires au Moyen-Orient. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point la chaîne Fox News, qui est proche des Républicains, fait campagne ces dernières heures sur cette idée d'une intervention en expliquant que seules les bombes américaines pourraient se débarrasser de l'armement nucléaire. Et puis dernier point, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce matin, la Maison-Blanche a fait parvenir aux journalistes une liste de toutes les déclarations de Donald Trump à chaque fois qu'il a évoqué cette idée que le problème c'était l'armement nucléaire et que c'était l'objectif. Donc on voit bien que cette idée elle monte. Ça ne veut pas dire que Donald Trump va forcément privilégier cette voie. Il a une réunion de son Conseil de sécurité aujourd'hui. On verra ce qu'il en ressort. Il peut aussi décider de gagner encore du temps et de laisser les Israéliens continuer leurs opérations militaires. Merci beaucoup Hélène Bonnet avec Éric Josset, nos envoyés spéciaux en direct de Washington. Allons plus loin dans le grand dossier. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir un très grand spécialiste qui fait ses débuts en télévision, le colonel Michel Cokia, consultant militaire pour LCI. Bonsoir, merci d'être là. Elisabeth Shepard-Selam, bonsoir. Bonsoir. Grande spécialiste des États-Unis, des questions de défense et de sécurité, maîtresse de conférences. Marc Semo, bonsoir. Bonsoir. Vous aussi, un petit nouveau journaliste spécialiste dans les questions internationales, collaborateur au Monde et à Challenge. Ce soir, le régime iranien retient son souffle car le président américain a formulé cet avertissement de retour aux États-Unis. J'ai dit aux Iraniens qu'il fallait négocier l'accord. Je leur ai dit. Ils ont perdu beaucoup de vies. Ils auraient dû accepter l'accord. Alors je vais pas vous mentir, j'ai plus vraiment envie de négocier. Vous avez dit qu'il fallait évacuer Téhéran ? Oui, je pense qu'il le faut, ce serait plus sûr. Beaucoup de choses horribles vont se passer et c'est beaucoup plus sûr d'évacuer. Une déclaration qui fait suite à une série de messages inquiétants pour l'Iran, déjà postés par le président américain sur son réseau social préféré. L'Iran aurait dû signer l'accord que je lui ai demandé de signer. Quelle honte, quel gâchis de vies humaines. En bref, l'Iran ne peut pas posséder l'arme nucléaire. Je l'ai dit et répété, tout le monde doit évacuer Téhéran
immédiatement. Le président américain qui ordonne aux habitants de la capitale iranienne d'évacuer. Qu'est-ce que ça veut dire, Elisabeth, vous qui parlez le Trump couramment? Alors, je suis pas sûre de parler le Trump couramment, et tant mieux, mais il faut comprendre qu'aux États-Unis, il y avait deux camps jusqu'à maintenant qui étaient un peu en conflit, qui est beaucoup plus isolationniste, qui veut pas que les Américains se mêlent trop, qui s'engagent pas auprès d'Israël, et ceux qui sont un peu plus, on va dire, traditionnels, républicains, néoconservateurs, et plus s'engager vis-à-vis d'Israël. Et la discussion, en tout cas à Washington, en ce moment, est plutôt que une côté est en train de prendre le dessus, c'est-à-dire ceux qui sont un peu plus belliqueux, et qu'ils en ont marre. Les Américains ont été très clairs qu'ils veulent pas que l'Iran a l'arme nucléaire, et que Trump lui-même est convaincu. Dans la même interview sur l'Air Force One, il dit « Moi, je m'en fous de ce que tout le monde me dit, que Tulsi Gabbard a dit. Moi, j'y crois. » Et je pense qu'aujourd'hui, il est aussi à bout et un peu impatient. À la différence du dossier ukrainien, il a aussi Israël qui a les moyens à la fois de frapper et de se protéger et en quelque sorte de faire le sale boulot. Mais qu'est-ce qu'un président à bout, les mots que vous prononcez sont forts, peut faire? Je pense qu'il peut s'engager auprès d'Israël. À la fois, vous parlez de ce grand mère de toutes les bombes que Michel pourrait décrire mieux que moi, avec le bombardier qui va avec, parce que c'est aussi ça la question, pour notamment frapper sur Fordo. Mais on peut envisager d'autres, j'imagine, implications américaines au-delà, par exemple, de l'implication actuelle qui est défensive. Il faut dire que Donald Trump a également fait cette déclaration énigmatique. Écoutons-la. Moi, ce que je veux, ce n'est pas un cessez-le-feu, c'est vraiment une fin à ce problème. Il ne faut pas qu'on abandonne complètement. On verra ce qui se passera dans les prochains jours. Personne n'a ralenti jusqu'à présent. Est-ce qu'il peut frapper un grand coup pour mettre fin au conflit ? Oui, alors pour l'instant, il n'a pas forcément besoin. Il a au moins besoin de faire pression. Donc il en profite, il se met dans le mouvement et puis il utilise finalement cette campagne aérienne israélienne pour lui-même essayer de peser un peu plus. Voilà, donc dans ce cas-là, effectivement, Israël a été un peu le bad cop de l'affaire, et lui se présentant comme, au bout du compte, comme celui avec qui il faut parler. Bon, d'accord, il y a ça, c'est la première posture. Maintenant, si effectivement ça donne rien de particulier, si dans quelques semaines, le programme nucléaire, au moins ça, n'est pas complètement détruit, il peut-être qu'effectivement, à ce moment-là, il peut s'engager. Alors, pas besoin d'en faire des tonnes, sinon des tonnes d'explosifs, mais on dit que Trump n'est pas belliciste, qu'il ne veut pas engager les opérations, mais il ne faut quand même pas oublier qu'il a lancé une campagne des frappes contre Assad, il a frappé contre les Iraniens déjà, et donc il peut aussi faire des frappes, dire nous on va faire des frappes très limitées avec nos B2, nos super bombes, et on va taper très précisément les centrales nucléaires, comme ça on va mettre fin une fois pour toutes à cette question. C'est possible, mais je pense que c'est pas demain, quoi. Marc Semo. Le mot fin lui appartient, parce qu'effectivement, pour la destruction de Fordo, qui est le principal site le plus enterré, même si on a d'autres nouveaux apparemment clandestins, il faut cette bombe GBU-57 que seuls peuvent lancer les avions B2 américains. Mais je pense qu'il faut voir, et ce qui explique d'ailleurs ces espèces de contradictions dans le verbe trumpien, c'est que cette guerre, il ne l'a pas voulu. Il demandait à Benjamin Netanyahou de ne pas faire les frappes. Il n'a pas pu l'empêcher. Il a été mis devant le fait accompli. Depuis, il essaye de feindre au moins, d'en être un des acteurs. Mais en même temps, c'est un pragmatique. C'est-à-dire, il voit qu'au moins cette première phase de l'offensive israélienne a donné des résultats au-delà même de ce qu'espéraient les Israéliens. Il a salué la réussite. Et d'une certaine façon, comme le disait très bien le colonel, à la fois, ça permet de mettre une pression maximum sur les Iraniens pour les obliger à accepter un accord. Et la question centrale de l'accord, c'est qu'il n'y ait plus du tout d'enrichissement. Parce que ça a été ça, le blocage final. Parce qu'ils n'ont le choix aujourd'hui, pour parler crûment, qu'entre la reddition et le suicide. Et là-dessus, il va donc continuer à mettre la pression maximum. Et effectivement, lui seul peut d'une certaine façon finir le travail parce que il y a le matériel militaire pour, et comme le disait très bien le colonel, ils n'ont pas hésité face aux Iraniens à frapper à très haut niveau. Ils avaient tué le chef mythique de la force Al-Quds, de la force d'élite des gardiens de la Révolution, Qassem Soleimani, en janvier 2020, ce qui était quand même une décision
lourde et qu'il avait pris sans hésiter. Ce qui est sûr, c'est que les Américains jouent avec les nerfs du régime des mollahs. Regardez à nouveau ce que dit le secrétaire à l'américain à la défense, Pete Hegseth. Écoutons-le. Nous avons réussi un certain nombre de surprises. Lorsque la poussière retombera, vous verrez des surprises jeudi soir et vendredi qui feront que l'opération dite des beepers semblera presque simple. Alors là, c'est l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis qui promet des surprises. On ne sait pas ce que ça veut dire. Et dans ce contexte, regardez justement ce que dit Pete Hegseth, le secrétaire américain à la défense. Nous sommes vigilants, nous sommes préparés et nous sommes dans la région pour défendre notre population et nos biens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien justement, allons plus loin avec vous, colonel Goya. Carte à l'appui. Le président américain, il est déjà en train de positionner ses troupes. Un porte-avions et une vingtaine d'avions ravitailleurs américains sont déjà en route pour le Moyen-Orient. Alors hier, ce porte-avions, l'US Nimitz, il a quitté la mer de Chine méridionale en direction de l'ouest. Il était censé arrimer dans cette zone, donc au large de la Malaisie. Et puis, finalement, il a été décidé de le redéployer en urgence vers, on va le voir sur la carte suivante, ces porte-avions USS Carl Vinson et le destroyer US Thomas Hüttner. Pourquoi une telle redirection, tout simplement parce que les États-Unis sont en train de réunir une force de frappe colossale, enfin au moins très importante. Porte-avions Nimitz, c'est le plus ancien des porte-avions au passage américain. Ils en ont 11, donc il y en a déjà 2 qui sont sur place. Là-dessus, ou sur le Carl Vinson, vous avez à peu près entre 50 et 60 chasseurs bombardiers, dont des F-35 et des F-18, comme celui de Tom Cruise dans Maverick. Ça ressemble un peu à la mission, bien sûr. Donc tout ça, c'est réuni. Il ne faut pas oublier que vous avez au Qatar, vous avez une base aérienne qui a à peu près la même puissance de feu qu'un porte-avions. Plus, on ne le voit pas, mais il y a un sous-marin Oyo, qui est un gros sous-marin, un ancien sous-marin lanceur d'engins, mais qui porte maintenant 150 missiles de croisière, qui est là aussi. Et puis, vous avez la base de Diego Garcia, qui est au centre de l'océan Indien, où se trouvent les fameux bombardiers B-2 furtifs et les bombes, les GBU-57, qui est l'ultima ratio, l'ultime argument de cette guerre. Donc concrètement, ils sont en train de réunir une force de frappe qui est au moins équivalente à celle d'Israël en termes de capacité d'avion, avec cette particularité qu'elle sera beaucoup plus près de l'Iran, donc elle peut faire 2 fois plus de missions dans une même journée que les Israéliens. Donc c'est encore plus que les Israéliens. Donc voilà, on réunit en gros bâton dans la région. Il était déjà assez gros, il était déjà pas mal, mais là il est encore plus gros. On voit très bien que les Américains sont donc prêts à agir en regroupant tous leurs porte-avions près de l'Iran. Alors une vingtaine d'avions ravitailleurs américains, je le disais, sont déjà en route pour le Moyen-Orient. On peut regarder sur la prochaine carte évidemment le tracé grâce à Flight Radar. Ils ont fait une étape intermédiaire au Royaume-Uni, on va le voir sur l'autre carte, pour repartir repartir là, depuis le Royaume-Uni, dans cette direction. Oui. Pourquoi ? Quel est l'intérêt ? Ils s'approchent effectivement du Proche-Orient, mystérieusement. Donc ça, ce sont des citernes volantes. Il faut bien comprendre que ils sont indispensables, ces engins sont indispensables à des campagnes aériennes de longue durée. Les Israéliens, ils sont très loin, quand ils frappent très loin du territoire iranien, ils doivent faire à peu près au moins 3500 km aller-retour. Donc ils ont forcément besoin d'avions ravitailleurs. Ils en ont un certain nombre, mais peut-être pas assez pour faire des opérations de grande ampleur. Et pour notamment, alors ça sert, là on voit un KC-135 par exemple, il faut ravitaillement. Ça c'est bien parce que, je le rappelle, il y a 2 choses. Soit vous ravitaillez pour aller en Iran et revenir, donc notamment les F-35 qui sont un peu courts sur pattes, même si les Israéliens ont rajouté des réservoirs jetables, mais ils ne peuvent pas faire l'aller-retour sans être ravitaillés. Donc on a besoin pour ça. Ça, c'est le premier emploi. Les autres avions, F-15, F-16, sont assez endurants pour le faire sans forcément ravitaillement de vol. Et puis ensuite, vous avez des missions permanentes. C'est-à-dire que vous pouvez laisser des avions statiques près de